La semaine qui s'achève aura été marquée par le rapport sur l'emploi en fin de semaine. Un rapport sur l'emploi qui confirme toute une série de données qu'on a eues cette semaine qui vont dans le sens d'une détente progressive du marché du travail américain, donc ce qui est plutôt favorable par rapport aux anticipations de réunions de politique monétaire de la Fed ce mois-ci. Pourquoi ? Parce que la Fed souhaite voir un marché du travail qui se détend pour réduire les pressions inflationnistes sur les salaires. Enfin, les pressions sur les salaires qui donc, elles, sont inflationnistes. Et tout au long de la semaine, on a des chiffres comme ça qui potentiellement montre une petite détente de ce marché de l'emploi. Ça a commencé avec les chiffres JOLTS, donc une mesure assez large des emplois vacants aux États-Unis, où on a eu un décrochage assez significatif entre le mois de juillet et le mois d'août, donc qui montre qu'il y a moins d'emplois vacants à pourvoir, donc le marché de l'emploi est un petit peu moins tendu. On rappelle que les emplois vacants, il y avait 11 à 12 millions d'emplois vacants au pic du stress du marché de l'emploi américain. Là, on commence à arriver dans des zones un petit peu inférieures à 9 millions, et si on regarde les niveaux pré-Covid, les niveaux normaux d'avant Covid, c'était aux alentours de 7 millions. Donc, on n'est pas encore sur un marché d'emploi qui est complètement normalisé, mais on voit un ralentissement comme ça du nombre d'emplois vacants, ce qui est donc plutôt une nouvelle qui montre que ces emplois déjà sont pourvus, et aussi qu'il y a moins d'ouverture de postes, moins de création de postes. C'est ce qu'on mesure donc via ce chiffre JOLTS. On a également eu les chiffres ADP qui montraient là aussi des créations d'emplois moins importantes qu'attendues. Et puis donc cette fin de semaine, c'est le fameux rapport sur l'emploi, où là on a le chiffre officiel des créations d'emplois non agricoles. Et donc on a eu un chiffre qui effectivement traduit un ralentissement. Il y a surtout une révision assez importante du mois précédent. Et donc, le chiffre qui est tombé également là pour ce mois-ci montre qu'on a des créations d'emplois qui arrivent en dessous de 200 000. Je vous rappelle qu'il y a encore quelques mois seulement, on avait des niveaux de création d'emplois nets non agricoles au-delà de 200 en permanence, et parfois même au-delà de 300 encore, 300 000. Donc on est quand même sur un schéma un peu de ralentissement, mais la stat qui a marqué aussi aujourd'hui, c'est, donc vendredi, au moment où j'enregistre ce podcast, c'est le taux de chômage. Un taux de chômage qui passe de 3,5 à 3,8. Là, on a quand même une progression du taux de chômage, et c'est un peu ce que veut la Fed, donc, comme traduction de cette détente du marché de l'emploi. On a également eu cette semaine le rapport Challenger. C'est un rapport qui mesure l'évolution des licenciements aux États-Unis, et on a eu un rebond assez fort sur les dernières semaines des licenciements aux États-Unis. Et si on mesure l'ensemble des licenciements entre la période de janvier-août par rapport aux années précédentes, eh bien c'est le plus haut niveau, je mets haut entre guillemets parce que c'est pas un niveau dramatique de licenciement, loin de là, mais en termes d'ampleur de licenciement, cette période de janvier-août, c'est la plus importante depuis 2020. Donc en gros, les années 2021 et 2022, on voit bien que désormais qu'on n'est plus sur ce rythme-là et que les licenciements sont un petit peu accrus. Donc là aussi, ça va dans le sens de cette détente du marché du travail. Alors que nous disent en revanche justement les données sur les salaires, parce que c'est ça en fait qui pose un peu problème à la Fed. C'est pas tellement que le marché de l'emploi crée de l'emploi ou moins d'emploi. Ce que veut la Fed, c'est que le marché d'emploi donc se détende pour que les pressions sur les salaires deviennent moins fortes. On a plus de marché de l'emploi étendu, plus pour recruter une personne qualifiée ou moins qualifiée ou autre, ou celle que l'on veut dans son équipe, si le marché de l'emploi et ces personnes sont assez rares, ou s'il faut les débaucher, il faudra forcément proposer des salaires plus importants. Et même chose, si vous avez déjà des salariés embauchés, mais que vous voyez que la concurrence ils seront mieux payés ou autre, vous allez augmenter les salaires. Et donc plus le marché de l'emploi se détend, moins ces hausses de salaire seront évidentes pour les chefs d'entreprise. Et c'est ça qui va donc faire que la pression sur les salaires va donc diminuer, et de fait aussi entraînant aussi moins de capacité à consommer, du coup des salaires qui sont plus faibles, ou qui progressent moins vite, on va dire ça comme ça, pas qui baissent évidemment, mais des salaires qui progressent moins vite, et donc un petit peu moins aussi de capacité de consommation, et donc c'est ce que cherche la Fed pour diminuer la pression sur les prix. Donc tout ceci, on a vu cette semaine, globalement sur la semaine, ça a provoqué une détente des taux américains, une petite détente. On était en début de semaine au-delà de 5% pour le taux de référence à 2 ans. Là, après le rapport sur l'emploi tout à l'heure, on est tombé à 4,77%. Là, au moment où j'enregistre, on se redresse un petit peu vers 4,80 et quelques. Mais globalement, sur la semaine, c'était marqué plutôt par une petite détente des taux aux États-Unis, liées à ces questions donc de chiffres de l'emploi, qui montre globalement une petite détente. Et pourquoi donc les taux se détendent ? Parce que justement le marché se dit finalement la Fed commence à voir les signaux qu'elle attend, à savoir cette détente un petit peu du marché du travail, et donc potentiellement dans sa compilation de données en vue de la réunion de septembre, elle casera plutôt ces données-là dans les données favorables à une pause sur les taux plutôt que l'inverse. C'est pas encore acté qu'il y ait pause sur les taux, même si pour le marché c'est une chose qui est assez acquise. Quand vous regardez les probabilités sur ce qu'on appelle les futurs Fed Funds, on a des probabilités aujourd'hui qui effectivement montrent que
le marché est convaincu à plus de 70-80% qu'il n'y aura pas de nouvelle hausse de taux en septembre. Donc toutes ces données vont un peu dans ce sens-là. Et d'ailleurs, on a vu les indices globalement plutôt bien aimer ces statistiques, en tout cas sur une partie de la semaine. Notamment au moment du chiffre Jolts qui est tombé sur les emplois vacants, c'est là qu'on a eu un rebond assez marqué des indices américains. Derrière, c'était un petit peu moins évident. Quand on voit le rapport sur l'emploi aujourd'hui, ça n'a pas généré de rebond massif des marchés. Quand on a le chiffre ADP également, milieu de semaine, ça n'a pas généré non plus de mouvements spectaculaires. Parce qu'on a aussi cette impression que dans le même laps de temps, le marché est en train de cogiter aussi sur la dynamique économique américaine. C'est-à-dire que si on assiste aussi à une détente du marché de l'emploi progressive, c'est que potentiellement aussi, il y a des risques que ce ralentissement du marché de l'emploi intervienne aussi parce que l'économie est en train de ralentir. Et on observe ces dernières semaines, ces trois dernières semaines en tout cas, que la plupart des chiffres qui ont été publiés, les chiffres macroéconomiques américains, ont été publiés en dessous du consensus. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais chiffres pour autant, mais ça veut dire qu'ils ont déçu par rapport au consensus. Et dans certains cas, on a eu effectivement des chiffres qui peuvent être qualifiés comme un peu décevants. Et donc, ça peut aussi commencer à traduire une forme de ralentissement de l'économie américaine. Et donc, ça va dans le sens, oui, peut-être une pause sur les taux de la Fed en septembre et peut-être une pause définitive, mais ça peut aussi acter d'un début de ralentissement de l'économie américaine. Et donc, dans ce cas-là, est-ce que pour les marchés, ce sera automatiquement haussier ? Si on s'arrête qu'à la partie emploi et conséquences sur les taux par rapport à la Fed, oui, ça c'est plutôt bullish. Si on englobe tout ça dans un tableau plus macro, qui serait peut-être sur un tableau plus ralentissant d'ici la fin de l'année pour l'économie américaine, dans ce cas-là, ça peut aussi ne pas faire du coup rebondir les taux. Les taux peuvent peut-être continuer à se détendre un petit peu si les stats macro sont un peu plus faibles. Ça impliquera du coup que la Fed aussi ne montera probablement peut-être plus ses taux. Mais est-ce que pour les marchés actions, ce sera une bonne nouvelle pour autant ? La Fed peut ne plus monter les taux sans pour autant parler de baisse. C'est d'ailleurs absolument pas ce qui sera le cas, même si elle faisait une pause. Si elle fait une pause sur ses taux, elle rappellera que les taux resteront hauts pendant pas mal de temps encore. Le fameux higher for longer, les taux hauts pour une durée longue. Donc, dans ce cas-là, même une économie qui montrerait quelques signaux de ralentissement actuellement serait quand même confrontée, même si la Fed ne relève plus ses taux, serait confrontée à des taux qui resteraient élevés pas mal de temps. Et dans ce cas-là, nous pourrions parfaitement avoir une situation où les marchés actions limitent un petit peu leur appétit, se stabilisent, consolident un peu, voire corrigent un petit peu, en parallèle de taux qui eux aussi ne progresseraient plus, voire baisseraient un petit peu. Vous voyez, ça c'est peut-être un des scénarios qui nous attend d'ici la fin de l'année. D'autres données qu'on a eues cette semaine concernent la partie européenne. On a eu des chiffres en début de semaine sur la masse monétaire, notamment en Europe. Alors toute une série de données sur les prêts aux entreprises et les prêts aux ménages. La croissance des prêts continue de ralentir pour les prêts aux ménages. On est sur des niveaux qu'on n'avait pas vus en termes de croissance des prêts aux ménages depuis 2015, seulement à peine plus de 1% de croissance pour les prêts aux ménages. Et pour les prêts aux entreprises, ça ralentit également sur des niveaux assez fort, un fort ralentissement des prêts aux entreprises, mais c'est déjà une tendance qu'on observe depuis plusieurs mois, donc ce sont les effets de la politique monétaire, évidemment, moins de crédits, des crédits plus chers, mais on observe aussi qu'en termes de masse monétaire, on a eu la première contraction de la masse monétaire en zone euro, ce qui est quand même un événement en soi, depuis 13 ans. Et c'est même la plus forte contraction, elle n'est pas énorme, c'était 0,4% de contraction de la masse monétaire, mais la dernière fois qu'on a eu 0,4%, c'était en 2010. Et auparavant, c'est une première en fait dans l'histoire européenne. Vous voyez, donc on est revenu en fait sur les niveaux de 2010 en termes de contraction, qui étaient eux-mêmes déjà des niveaux records qu'on n'avait jamais observé en termes de contraction de la masse monétaire en zone euro. Donc là, on mesure pleinement en fait les effets de la normalisation monétaire par ces éléments-là sur les prêts, donc les crédits aux ménages, aux entreprises et sur la masse monétaire. Et forcément, ça a des effets restrictifs sur l'économie. C'est ce que nous montrent les indices d'activité. On les a pas eu cette semaine, c'était la semaine dernière, mais les PMI manufacturiers et services, tous les deux sont en zone de contraction pour la zone euro, avec l'élément qui était quand même un peu plus central, qui était la contraction du PMI service pour la zone euro, parce que le PMI service en Allemagne a fortement décroché, et c'est lui qui a entraîné en fait la moyenne pour la zone euro en dessous de 50. Donc on a deux indices d'activité majeurs qui sont désormais contractés en zone euro. Donc là encore, des petites odeurs de ralentissement économique, récession, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas peut-être encore de contraction, peut-être sur un trimestre, puis peut-être un petit peu d'expansion, puis contraction. Vous voyez, une phase en tout cas très molle, peu dynamique, pour l'activité économique, et ça effectivement pour les marchés financiers c'est pas extraordinaire. C'est en revanche pour les banques centrales peut-être un signe qu'il ne faudra pas aller trop loin. Mais justement à ce propos, vous avez cette semaine Isabelle Schnabel, membre du directoire de la Banque Centrale Européenne, qui a eu des propos justement visant à
donner une communication au marché par rapport à ces données économiques qui faiblissent en zone euro. Et qu'a-t-elle dit, Isabelle Schnabel, qui est une voix très écoutée au niveau de la BCE et donc une voix écoutée au niveau des marchés? Elle a dit que la BCE observait cette phase de ralentissement économique, que ce n'était pas en revanche la garantie que cela mette fin en gros aux hausses de taux. En gros, sous-entendant, tant que l'inflation, et on a eu les chiffres d'inflation cette semaine en zone euro, 5,3% toujours pour la zone euro, aussi bien sur l'inflation globale que l'inflation cœur, hors alimentation et hors énergie. 5,3, c'est 2,5 fois quasiment, et c'est deux fois et demi l'objectif de la BCE. Donc, ce que nous dit Isabelle Schnabel, c'est que oui, la BCE constate le ralentissement économique, mais que potentiellement l'inflation ne donne pas encore, les progrès sur l'inflation ne donnent pas forcément la marge de manœuvre qu'on aimerait avoir pour arrêter les hausses de taux. Et donc peut-être qu'il y aura encore des hausses de taux à la prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne, malgré ces schémas de ralentissement économique. Et là, on voit bien le risque un peu d'effet ciseau pour les marchés notamment. Des taux qui restent élevés, une macro européenne qui ralentit, c'est pas normalement la meilleure des configurations pour des accélérations très fortes des marchés actions en Europe, au moment où la Chine a toujours des signaux macro qui sont un peu plus faibles. On note toutefois une petite amélioration légère sur le PMI manufacturier chinois, petite, donc à noter. Est-ce qu'on commence à sortir un petit peu sur l'aspect manufacturier, en tout cas au niveau chinois de l'ornière? C'est une possibilité. On voit également les mesures qui se multiplient en Chine. Cette semaine, c'était des mesures en faveur des emprunteurs immobiliers des Chinois, donc qui ont des crédits immobiliers, où les autorités décident que désormais les ARR qui seront versés pour réserver un bien immobilier seront abaissés, que ceux qui ont déjà un crédit en cours pourront réaménager leur niveau de remboursement, et que même les banques peuvent être autorisées à abaisser les taux qui existent sur les crédits déjà réalisés, déjà mis en place. Donc on voit qu'il y a comme ça une volonté des autorités chinoises, et on l'avait déjà décrit dans les podcasts précédents, volonté de stabiliser les marchés financiers, la volonté donc de stabiliser un peu plus ce marché immobilier. On commence à parler aussi potentiellement un peu de break fiscal pour les ménages chinois, donc peut-être des avantages fiscaux, des baisses d'impôts, ce genre de choses. On voit que les autorités chinoises sont à la manœuvre pour commencer à soutenir un peu plus l'économie. Est-ce que c'est les premiers signes de quelque chose? Peut-être, mais est-ce que d'un point de vue des marchés, notamment en Europe, je parle toujours à ce lien entre la Chine et l'Europe par rapport aux échanges commerciaux, est-ce que ce sera suffisant tout de suite pour que les marchés européens réaccélèrent? Pour la Chine, on note quand même qu'il y a une volonté de mieux faire de la part des autorités. Petite amélioration du PMI manufacturier pour la Chine, là, sur les dernières publications. En revanche, le PMI service en Chine, lui, ralentit. Donc vous voyez, c'est encore un paysage global macro, Europe et Chine, qui reste encore pas terrible. Et sur la partie américaine, on vient d'en parler là pendant quelques instants, eh bien, c'est aussi un paysage qui est bien plus résilient qu'ailleurs, mais qui depuis 2 ou 3 semaines montre quelques petits signaux, un petit peu de ralentissement. Donc voilà, quel côté vont regarder les marchés? Bad news is good news par rapport à la Fed, qui montrera peut-être plus ses taux, ou est-ce que des stats moins bonnes sont toujours pénalisantes et doivent être interprétées comme des mauvaises nouvelles, parce que pas encore suffisantes pour réellement infléchir la politique monétaire. Même si on ne monte plus les taux, on laisse les taux élevés, et ça, c'est quand même toujours des vents contraires. On rappelle que les taux sont restrictifs actuellement, c'est-à-dire que même s'ils ne montent plus, si la Fed de la BCE ne monte plus les taux, le territoire actuel de position des taux directeurs est restrictif pour les économies européennes et américaines. Voilà ce qu'on peut dire pour le bilan de cette semaine. On a également eu un chiffre sur la confiance des consommateurs mesuré par le Conference Board aux États-Unis, où il y a eu un décrochage entre juillet et août de la confiance des consommateurs. Donc là aussi, attention peut-être aux prochaines stats sur la consommation. C'est encore une fois assez favorable pour la Fed pour ne plus trop relever les taux. C'est en revanche peut-être un petit tournant pour l'économie américaine. Donc il faudra surveiller de près les stats sur la consommation, les ventes au détail notamment, sur les prochaines publications. Voilà ce que nous pouvions dire de cette semaine. Et juste je termine avant le programme pour la semaine prochaine. Je termine par ces chiffres d'inflation justement publiés cette semaine. On a eu l'inflation pour la partie européenne et l'inflation PCE aux États-Unis, qui est une des mesures de l'inflation. Ce que nous disent ces chiffres d'inflation, c'est qu'il y a eu sur la partie cœur notamment, qui est la plus importante, qui est l'inflation dépouillée de l'énergie et de l'alimentation. C'est sur cette partie-là que les banques centrales concentrent leurs efforts notamment. Eh bien, on a eu un petit rebond quand même sur l'inflation cœur en Europe et un petit peu aussi aux États-Unis. Moi, je ne pense pas que ce soit une remise en cause de la normalisation de l'inflation. Je ne pense pas qu'on assiste à un redémarrage de l'inflation. Vous voyez, un rebond de l'inflation, une deuxième bosse d'inflation. Il y a peu d'éléments en amont, même quasiment aucun, qui plaide, qui va dans ce sens-là. On pourrait dire oui, mais l'énergie rebondit. Oui, l'énergie rebondit par rapport au point bas touché il y a quelques semaines, mais on est encore très loin, très très loin des niveaux d'explosion à la hausse qu'on avait touché l'année dernière sur le
pétrole à plus de 130 $, et sur le gaz à plus de 300 € le mégawattheure. Aujourd'hui, le gaz, c'est 30 € le mégawattheure, et le pétrole, c'est 80 $ le baril. Donc, oui, il y a une progression depuis quelques semaines à niveau de l'énergie, mais ça peut jouer un peu, effectivement, sur les progressions d'un mois à l'autre, mais selon moi, c'est pas en revanche quelque chose qui relance une tendance. Voilà, donc ça freine par contre, le retour vers le 2%. Et c'est en ça que pour les banques centrales, il n'y a pas de quoi relever encore les taux, mais que malheureusement, il y a peut-être un risque que les taux restent élevés pendant quelques temps, si vous voulez. Et ça, on vient de le décrire, ça continue d'avoir des effets restrictifs sur l'économie. Donc voilà un peu la position actuelle des marchés lorsqu'ils voient en fait de l'économie et des banques centrales. La semaine prochaine, rapidement, le programme lundi, un discours de Christine Lagarde. On aura également la balance commerciale allemande de lundi, donc évidemment à surveiller un élément important pour l'économie allemande que sa balance commerciale. Mardi, décision de la Banque d'Australie sur ses taux. On aura des chiffres de commandes industrielles, de commandes à l'industrie aux États-Unis. On aura également mercredi, ce sera l'ISM Service. Ça, c'est un gros repère pour l'activité américaine. Est-ce que les services ralentissent? L'inflation étant forte dans les services, si l'ISM Service ralentit, c'est là aussi une bonne nouvelle pour la Fed. Mais encore une fois, si l'ISM Service est plus faible, qu'est-ce que ça nous dit aussi de l'économie qui commence à ralentir, vous voyez? Donc, on regardera toujours de quel côté le marché penche, en fait. Est-ce que bad news is good news ou est-ce que bad news is bad news? Et ça, c'est un petit peu actuellement, cette semaine, on a un peu oscillé entre les deux. C'était pas linéaire. Toutes les mauvaises nouvelles n'ont pas été saluées à la hausse par le marché et vice-versa. Donc, on est encore un petit peu à hésiter pour le marché à choisir dans quel camp on se place par rapport aux statistiques macro. On aura aussi mercredi les ventes au détail en zone euro. On aura jeudi la production industrielle allemande. Nous aurons jeudi prochain les inscriptions hebdomadaires au chômage, donc toujours liées à ce marché de l'emploi qui se détend un petit peu aux États-Unis. Et puis on finira la semaine vendredi avec la production industrielle.